Après la mort de ma femme, j'ai déménagé pour me rapprocher de mes petits-enfants. La première nuit, mon gendre a changé les serrures de la salle de bain. Il faut des limites, a-t-il dit. Il m'obligeait à demander la permission pour manger. Ma fille n'a fait que remuer la soupe sans un mot. Il a raison, papa. Tu n'es pas un invité. Tu es un fardeau. Le jour où ils sont partis en vacances, ils m'ont laissé sans nourriture et ont emporté les clés de la voiture. Ce que j'ai fait ensuite m'a choqué moi-même. Je croyais que le pire était passé quand j'ai enterré ma femme. Mais ce qui est venu après, était bien plus cruel. Quand ma propre fille s'est présentée avec un avocat à la porte, j'ai compris, ce n'était pas qu'une question de deuil. C'était une question de pouvoir, d'argent, et de ce dont les gens sont capables quand ils pensent que vous êtes trop faible pour réagir. Ma femme est morte l'année dernière. Un cancer. Parti du sein, il s'est répandu rapidement. En 8 mois, elle était partie. Je suis resté à ses côtés chaque jour pendant la chimiothérapie, à l'hôpital, jusqu'au silence final. Après, je ne faisais que m'asseoir dans la maison, fixant ses pantoufles près du lit. Impossible de dormir, de manger. À 68 ans, je me sentais déjà mort moi aussi. Après l'enterrement, le silence s'est installé. Les amis ont cessé d'appeler. Les gens de l'église ont apporté à manger pendant une semaine, puis plus rien. Ma fille, Dana, appelait parfois. Son mari, Rick, rarement. Un jour, Dana a suggéré que je déménage chez eux, à Louisville, pour être près de mes petits-enfants. Ça t'occupera, a-t-elle dit. J'ai vendu la maison, emballé le peu qu'il me restait et j'ai emménagé. Je ne m'attendais pas à un tapis rouge, mais pas non plus à ce qui m'attendait. Le jour de mon arrivée, Rick est resté sur le porche pendant que je portais ma valise. Dana m'a fait un bref câlin et a dit aux enfants de dire bonjour à papy. Ils m'ont étreint poliment avant de retourner à leurs écrans. La maison était spacieuse, propre, et froide. Rick m'a conduit au sous-sol, où je vivrais désormais. Le sous-sol était rénové, mais glacial. Sol en béton, un tapis fin, un futon, un mini-frigo. Pas de cuisine, pas d'évier, pas de fenêtre. Il y avait une salle de bain, mais avant que j'y entre, Rick m'a tendu une clé. C'est pour la salle de bain du sous-sol, a-t-il dit. On veut juste garder les choses organisées. Des limites claires. Comme si ça expliquait tout. Je n'ai pas voulu envenimer les choses dès le premier jour. J'ai acquiescé. Le lendemain matin, réveillé courbaturé par le futon, je suis monté pour me faire un café. Dana était à la cuisine, Rick devant son ordinateur. J'ai ouvert le placard, il a levé les yeux. Tu vas où? J'ai cru à une blague. J'ai ri. Pas lui. On préfère que tu demandes avant, a-t-il dit. On apprend aux enfants la discipline. On ne peut pas laisser les gens se servir comme ça. Les gens? Apparemment, je n'étais plus que ça, une personne parmi d'autres. Dana n'a même pas levé les yeux. Elle a continué à remuer la soupe. Puis elle a lâché. Il a raison, papa. Tu n'es pas un invité. Tu es un fardeau. Je le jure, elle l'a dit comme une réplique apprise par cœur. Mon cœur s'est serré. Je suis retourné au sous sans un mot. Ce mot a résonné dans ma tête toute la journée, fardeau. À partir de là, je me suis fait discret. Je restais en bas, mangeant ce que je pouvais commander sur mon téléphone. Ils ne m'ont jamais invité à dîner. Parfois, ils me demandaient de chercher les enfants à l'école ou de plier le linge. Je disais toujours oui. Même quand Rick roulait des yeux parce que je ne pliais pas les serviettes, comme il faut. Même quand ils avaient des invités et feignaient de m'ignorer. Un soir, Rick m'a demandé de ranger mes chaussures, dans mon espace, parce que les enfants trébuchaient. Elles étaient pourtant bien alignées près de la porte. Une autre nuit, Dana m'a reproché mes bruits de pas après minuit. J'étais allé aux toilettes 2 fois, en chaussettes. Mais apparemment, c'était dérangeant. La goutte d'eau? Le jour où ils ont annoncé leur voyage de 5 jours à Myrtle Beach. Des vacances en famille. J'ai proposé de venir et de payer ma part. Dana a répondu, c'est pas le moment. Rick a enchaîné. On a besoin de temps en famille. Juste nous. J'ai proposé de garder la maison. Rick a ricané. De toute façon, tu seras là, non? Le samedi, ils ont chargé les valises. Avant de partir,
Rick est descendu et a pris les clés de voiture sur le porte-clés. Juste pour sécurité, a-t-il dit. Au cas où tu te perdrais. J'ai demandé, je peux au moins aller au supermarché? Il a souri, on a rempli ton frigo. Mensonge. Dès qu'ils ont quitté l'allée, j'ai ouvert le mini-frigo, une bouteille de moutarde et un mini-eau. C'était tout. Je suis monté. J'ai essayé d'ouvrir le placard fermé à clé. Avec un cadenas. J'ai ouvert la poubelle. 2 pains entiers et un poulet rôti, intact, posés sur le dessus. Il n'y avait même pas touché. Jeté avant leur départ. Exprès. Comme un message. Je me suis assis seul à la table de la cuisine. Et là, je n'étais plus triste. J'étais en colère. Une colère noire. Ma fille. Ma propre fille. Après tout ce que j'avais fait pour elle. Les nuits blanches à soigner son asthme, les frais de fac, le mariage. Je n'ai pas prémédité ce que j'ai fait ensuite. Ça s'est imposé à moi. Je suis entré dans le bureau de Rick. Il se vantait toujours de son coffre-fort aux voisins, comme s'il était quelqu'un d'important. Je connaissais le code, 2007, année de leur mariage, 11, son numéro de maillot à la fac. Je l'avais vu le taper un jour en ramassant le courrier. J'ai ouvert le coffre. Un peu d'argent liquide, 2 montres, et une Glock chargée dans son étui. J'ai pris $300 en billets de vin. Rien d'autre. Je n'ai pas touché à l'arme. J'ai laissé un mot. Tu as pris les clés. Tu as verrouillé la nourriture. Je ne suis pas ton otage. Ni ton fils. Ni ton fardeau. J'ai appelé un taxi. Payé en cash. Direction un hôtel miteux de l'autre côté de la ville. Ça sentait la cigarette, mais là, je pouvais respirer. Ce soir-là, j'ai mangé un burger, des frites, et bu une bière. Mon premier repas chaud depuis des jours. J'ai dormi comme une souche. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordi et appelé mon avocat. Dana ignorait ce détail, avant sa mort, ma femme m'avait fait mettre de l'argent de côté, au cas où. Elle ne faisait pas confiance à Rick. Son regard, la dernière fois que Dana l'avait visité. Comme si elle avait vu quelque chose que moi, j'avais refusé de voir. Je l'avais écouté. L'assurance vie avait versé $140 000. J'en avais gardé une part. Avec, j'avais acheté une petite maison à Louisville, un étage pour moi, l'autre pour quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Plus que ma fille, en tout cas. J'avais rencontré Lisa à l'épicerie solidaire. Mère célibataire de 2 garçons, fuyant un ex violent. Je lui avais proposé l'étage pour $1 par mois, le temps qu'elle se relève. Elle avait pleuré. Personne n'a jamais rien fait de gentil pour moi. Pendant ce temps, Rick m'a laissé un message vocal, faux cul et outragé. Tu nous as volés? Ramène-toi et explique-toi avant que j'appelle la police. Réponse par SMS. Appel. Explique-leur pourquoi tu as pris les clés et verrouillé la bouffe comme pour un animal. Plus jamais de nouvelles. J'ai bloqué leur numéro. La seule douleur qui reste, mes petits-enfants. Mais j'ai fait la paix avec ça. Rick et Dana ont voulu me rapetisser, comme si je ne valais rien. Mais en partant, j'ai retrouvé qui j'étais. 3 semaines après mon emménagement, j'ai recommencé à respirer. Pas de serrure aux portes. Personne pour surveiller mes pas. Je me levais tôt, buvais mon café sur le porche, écoutais les oiseaux. Cette paix. On ne sait ce qu'elle vaut que quand on vous l'arrache. Lisa et ses fils ont emménagé la semaine suivante. Ils n'avaient rien, une valise, un ordi cassé, des boîtes de conserve offertes par l'église. Les gamins étaient silencieux. Lisa, épuisée jusqu'à l'os, comme quelqu'un qui n'a pas dormi paisiblement depuis des années. Je leur ai donné le vieux canapé de ma femme, acheté une table, un lit superposé, un micro-ondes. Elle a encore pleuré. Comme si Dieu vous avait envoyé. Je lui ai dit la vérité. Je suis juste un vieux sans personne. Tu m'as donné quelqu'un à qui tenir à nouveau. Les choses allaient bien. Simple. Calme. Jusqu'au jour où j'ai vu la voiture de Dana garée dans ma rue. Un mardi matin. Je rentrais des courses quand j'ai repéré son SUV gris aux vitres teintées. Pas devant chez moi, mais 5 maisons plus loin. Je suis resté planté là, les sacs à la main, à fixer. Puis la voiture est partie. 2 jours plus tard,
une lettre dans ma boîte aux lettres. Sans expéditeur. Dedans, une photo de moi avec les fils de Lisa sur le porche, en train de construire une mangeoire. On souriait. En gros traits noirs, écrit sur la photo. Tu as troqué tes petits-enfants contre des déchets. Pas de signature. Inutile. La nuit suivante, on a crevé mes pneus. Pas un hasard. Mon voisin a vu un homme en jogging traîner près de ma voiture vers minuit. Il boitait fort. Rick s'était fait opérer du genou l'automne dernier. Je n'ai pas appelé la police. Plus envie de drame. Mais quelque chose a changé en moi. J'en avais assez de faire semblant. J'ai trouvé un nouvel avocat, pas celui du testament. Un type intelligent, direct. Je lui ai tout dit, les humiliations, le contrôle, l'abandon. Photo, message, l'audio de Rick. J'ai posé une seule question. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils ne s'approcheront plus jamais de moi ou de mon argent? Il a souri et a répondu. Bien sûr. Nous avons refait le testament. Nous avons confié tout à un administrateur externe. Nous avons fait en sorte que Dana et Rick soient légalement exclus de tous les documents. J'ai révoqué la procuration. J'ai changé le mandataire pour la santé. Et il m'a même aidé à créer un fonds au nom de Lisa, pour ses enfants. Juste au moment où je pensais que tout était réglé, Rick est arrivé à la maison. Il était midi. J'arrosais le jardin devant. Il est arrivé en voiture, comme si de rien n'était. Il est monté sur le trottoir, les bras ouverts. On doit parler, vieux, m'a-t-il dit avec un faux sourire. Je n'ai pas répondu. Je sais que tu bouges. Fonds, avocat. J'ai compris. Tu es en colère, c'est ça. Mais on est de la famille. Il s'est approché. J'ai vu son regard. Ce faux calme qu'il utilisait quand il cachait quelque chose. Et là, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu veux vraiment tout laisser à une femme quelconque avec des enfants qui ne sont pas à toi? Tu crois que c'est ce que ta femme aurait voulu? Je ne bougeais pas. Je n'ai même pas cligné des yeux. Puis j'ai dit. Tu dois partir. Maintenant. Il n'est pas parti. Il a fait un petit sourire. Je suis juste venu te prévenir qu'on va contester tout ça. Le testament, la maison, tout. Tu n'es pas en pleine possession de tes moyens. Tu as des antécédents de dépression, non? On va s'en servir dans le procès. Je n'ai pas réagi. Je suis juste rentré, j'ai verrouillé la porte et j'ai respiré profondément. 5 minutes plus tard, j'ai appelé mon nouvel avocat et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a conseillé d'enregistrer toute menace, suggéré des caméras de surveillance, des traces écrites, tout. Et cette même nuit, j'ai prévenu. Lisa, les garçons, restez à l'intérieur après la tombée de la nuit. Rick a dépassé les limites. Et il va découvrir que je ne suis plus le vieux idiot qu'il croit. J'ai installé les caméras cette nuit-là. Une à la porte d'entrée, une à l'arrière, une au portail latéral et une tournée vers la rue. Mon avocat m'a aidé à tout enregistrer légalement, pour que n'importe quelle vidéo puisse servir de preuve devant le tribunal. J'ai aussi commencé à tout noter, date, heure, détail. 3 jours plus tard, c'est Dana qui est venue. Elle n'a même pas frappé à la porte. Elle est entrée par le portail latéral comme si elle avait encore des droits et a commencé à crier du balcon. Papa, sors. Il faut qu'on parle. Lisa a regardé par la fenêtre et m'a appelé tout de suite. Je suis sorti et j'ai fait face à ma fille. Elle était à bout. Cheveux en désordre, sans maquillage, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'excuser. Mais non. Elle a sorti un dossier de son sac et me l'a fourré dans les mains. C'est une demande de tutelle légale, a-t-elle dit. C'est évident que tu es manipulé. Tu as coupé contact avec la famille, donné de l'argent à des étrangers, et on ne te laissera pas détruire tout ce que maman nous a laissé. Je n'ai même pas pu parler. J'ai ouvert le dossier. C'était réel. Elle avait engagé un avocat. Il disait que j'étais mentalement instable. Il disait que Lisa profitait d'un veuf vulnérable. C'est le terme qu'ils ont utilisé dans les papiers, profiter. J'ai serré le dossier, j'ai regardé dans ses yeux et j'ai posé la seule question qui comptait. Tu crois vraiment que j'ai perdu la tête, ou c'est juste à cause de l'argent? Dana n'a pas répondu. Elle s'est juste retournée,
est descendu les escaliers et est parti en brûlant de la gomme, comme une ado qui claque la porte après une crise. Je suis resté là, le cœur battant à tout rompre. Elle voulait prendre le contrôle de moi, de ma vie, comme si j'étais un outil oublié dans un placard, jusqu'à ce qu'elle se rappelle que je pouvais encore servir à quelque chose. Je suis rentré et j'ai montré les documents à Lisa. Ses mains tremblaient. Ils vont venir te chercher aussi, lui ai-je dit. Ils t'ont déjà traité de profiteuse. Je m'en fiche de ce qu'ils disent, a-t-elle répondu. Je veux juste pas te voir te faire du mal. Le lendemain, mon avocat a déposé une requête pour rejeter immédiatement cette tentative de tutelle. Il a aussi demandé une ordonnance de restriction contre Rick, en citant le vandalisme de la voiture et les menaces. Il m'a dit qu'on avait de bonnes chances. Mais il m'a prévenu. Ça va devenir moche avant d'aller mieux. Et il avait raison. 2 semaines plus tard, le conseil de tutelle est venu me rendre visite. Quelqu'un avait dénoncé Lisa pour négligence et pour vivre avec un vieux mentalement instable. Ils ont interrogé les enfants. Ils ont fouillé son garde-manger. Ils ont même demandé si j'avais déjà été seul avec eux. Lisa a pleuré après leur départ. Je savais, a-t-elle murmuré. Je savais qu'ils allaient utiliser ton amour contre toi. Le dossier a été fermé 2 jours plus tard. Ils ont dit qu'il n'y avait rien de mal. Mais les dégâts étaient déjà faits. Les garçons étaient effrayés. Lisa avait du mal à dormir. Cette nuit-là, j'ai rappelé mon avocat. Je ne veux plus juste me défendre. Je veux montrer qui ils sont vraiment. Et c'est là qu'on a commencé à creuser. On a découvert que l'affaire de Rick, cette soi-disant consultation, était en réalité une arnaque déguisée opérant dans un bureau loué à l'heure. Et plus encore, elle faisait l'objet d'une enquête pour fraude. L'avocat a trouvé 3 procès civils. L'un d'eux venait d'un client qui disait que Rick lui avait promis un contrat avec le gouvernement, qui n'existait même pas. Un autre venait d'une femme qui affirmait avoir été facturée 2 fois pour le même pack stratégique. Quand on a examiné les finances, c'était pire, Rick avait contracté de lourds prêts en utilisant sa maison et celle de Dana comme garantie. Il devait plus que ce que valaient les biens. C'est pour ça que, soudainement, ils se sont mis à s'intéresser autant à mon argent. Maintenant, j'avais des preuves. Des preuves qu'il mentait, manipulait, était désespéré. Mais là, ça est devenu personnel à nouveau. Un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé un oiseau mort sur le perron. Le cou cassé, les ailes ouvertes, des plumes éparpillées. Les caméras ont filmé quelqu'un en sweat à capuche, encore une fois à 3 heures du matin. Boitant. J'ai envoyé la vidéo à la police. Cette fois, ils ont pris ça au sérieux. Rick a reçu une visite, et soudain, j'avais l'avantage. Mais je ne voulais pas encore m'en servir. J'attendais. Parce que j'avais un plan. Et le moment approchait où ils allaient ressentir tout ce qu'ils m'avaient fait subir. Quelques jours après l'oiseau, Rick et Dana ont disparu. Plus de lettres. Plus de visites. Mon avocat m'a dit que l'ordonnance restrictive contre Rick était en cours de finalisation. Et que le conseil de tutelle avait clos le dossier de Lisa. On aurait dit qu'il reculait. Peut-être par peur. Mais je savais. Il n'avait pas abandonné. Il changeait juste de stratégie. Puis est venu le coup final, j'ai reçu une lettre du tribunal. Dana avait déposé une demande de curatelle financière totale. Elle prétendait que je n'étais pas mentalement capable de gérer mon propre argent. Elle a présenté comme preuve un vieux mail que je lui avais envoyé après la mort de ma femme, dans mes pires jours de deuil. Dans ce mail, j'avais écrit. Je ne sais pas pourquoi je suis encore là. Certains jours, je voudrais juste dormir et ne plus jamais me réveiller. Elle s'est accrochée à cette phrase et a foncé avec. Elle a dit au juge que j'étais suicidaire. Ils ont dit que j'étais manipulé par une femme sans aucun lien de sang et avec un passé criminel. Ils ont accusé Lisa d'être une opportuniste. Ils ont dit que je donnais mon argent à des étrangers. Le juge m'a donné 30 jours pour répondre. Après ça, un enquêteur du tribunal serait envoyé pour évaluer mon état mental. C'était le coup le plus sale qu'il pouvait tenter. Lisa a pleuré en lisant les documents. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle ta famille te détruit. J'ai pris sa main et j'ai dit la vérité. Tu n'as rien détruit. C'est eux qui ont détruit. Mais il y a une partie que je n'ai pas encore racontée. Je préparais déjà ma contre-attaque depuis des mois.
Dès que Rick a menacé de contester mon testament, j'ai commencé à tout documenter, messages, visites, le cirque avec le conseil de tutelle, la demande de tutelle, même l'oiseau mort. J'ai rassemblé vidéos, emails, capture d'écran des menaces, images des caméras. Tout. Mon avocat a tout organisé dans un classeur intitulé « Pourquoi ils ne toucheront jamais à mon argent ?» Mais ce n'était pas tout. J'ai aussi engagé un détective privé. Ça m'a coûté $6 000. Ça valait chaque centime. Qu'a-t-il découvert? Rick avait ouvert une carte de crédit à mon nom. Il a utilisé mon numéro de sécurité sociale. Il a dépensé près de $7 800 en électronique, billets d'avion, restaurant. Il a même payé une partie du voyage à Myrtle Beach avec cette carte. J'ai mis du temps à comprendre, parce qu'il envoyait les factures à une boîte postale qu'il louait. Fraude. C'était le coup final. J'ai appelé la banque, gelé le compte et porté plainte. Mon avocat a envoyé des copies de tout au tribunal responsable de la tentative de curatelle. La même semaine, l'avocat de Dana a retiré la plainte. Trop d'exposition. Trop de mensonges. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai intenté un procès civil contre Rick pour fraude financière et abus émotionnels. Mon avocat a présenté chaque saleté que nous avions, les escroqueries de son entreprise, le théâtre avec le conseil de tutelle, les menaces, la carte de crédit, même l'épisode de l'oiseau. J'ai aussi inclus des témoignages de Lisa, des garçons, des voisins, et du détective. Dana a essayé de se retirer. Elle m'a appelé en pleurant. « Papa, je ne savais pas que Rick faisait ça. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'avais juste peur de te voir tout gâcher. » Je lui ai posé une seule question. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêté quand il a verrouillé la nourriture ?» Silence. Puis j'ai dit. « Tu as laissé ton mari traiter ton père comme un chien. Tu remuais la soupe pendant que je devais demander la permission pour manger. » Elle a pleuré. Et j'ai raccroché. Quelques mois plus tard, le juge a rendu son verdict, victoire totale. Rick a été condamné à payer des dommages et intérêts. Un mandat d'arrêt pour fraude à la carte de crédit a été émis. Sa société de consultation a fait faillite. Il a essayé d'en ouvrir une autre, mais la nouvelle s'est répandue. C'est l'ironie des escrocs. Quand le masque tombe, personne n'oublie. 6 mois plus tard, Dana a demandé le divorce. Elle m'a envoyé une lettre. Je n'ai pas répondu. Peu après, j'ai quitté Louisville. J'ai transféré l'acte de propriété du duplex au nom de Lisa. Quand elle l'a lu, elle a pleuré tellement qu'elle avait du mal à tenir debout. J'ai pris mes garçons dans mes bras. Je leur ai dit de prendre soin de leur mère. Puis, j'ai fait mes valises et j'ai quitté le Kentucky pour toujours. Aujourd'hui, je vis dans une petite ville du Missouri. Une petite maison tranquille, avec une balançoire sur la véranda et un jardin à l'arrière. Je suis rentré au VFW local, j'ai fait des amis au snack du coin. Le week-end, je promène les chiens du refuge. Parfois, Dana me manque encore. Pas la femme qui a essayé de tout me prendre. Mais la fillette de 10 ans qui s'asseyait avec moi sur la véranda et demandait. « Papa, est-ce que les oiseaux se fatiguent de voler ?» Mais cette petite fille n'existe plus. Et c'est là que j'ai compris. Le sang ne fait pas une famille. Le respect, oui. Si tu laisses quelqu'un te traiter comme un poids mort trop longtemps, tu finis par croire que c'est vrai. Jusqu'au jour où tu n'y crois plus. Ce jour-là, tout change. Ils ont essayé de me briser. Mais je me suis reconstruit. Avec de meilleures personnes. Et jamais, jamais, je ne serai plus un poids pour personne. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance du respect et de la dignité, surtout envers nos aînés. Il est triste de voir comment certains peuvent abuser de la confiance et de l'amour familial pour contrôler et humilier. Mais cette histoire montre aussi qu'il est possible de retrouver sa force, de se battre pour sa liberté et de reconstruire une vie digne, même après les pires épreuves. J'espère que cela inspire chacun à protéger ceux qui sont vulnérables et à ne jamais sous-estimer le courage d'un cœur brisé. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.